Ce documentaire est déconseillé aux moins de 16 ans. Certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties. Il est composé de plusieurs parties et interventions. Vous pourrez retrouver en description sous cette vidéo une liste horodatée des passages en question. Bon visionnage. Depuis maintenant très longtemps, la France, comme d'autres pays, est le théâtre vivant d'histoires épouvantables, tellement sordides que la plus grande majorité du peuple n'ose s'y intéresser. L'individualisme, sournoisement installé depuis plusieurs décennies par une élite invisible, rendant la plupart des citoyens totalement indifférents aux drames qui s'opèrent en silence. Une indifférence assourdissante permettant l'accumulation de toujours plus de victimes. Il s'agit des viols d'enfants. Démarrons par un constat. Sauf en de rares exceptions, les journalistes de tous bords ayant abandonné ce combat depuis maintenant trop de temps, vendant âme et conscience pour le prix de la tranquillité que leur offre ainsi leur hiérarchie, abandonnent l'idée d'aborder ces sujets. Cela eut pour résultat qu'avec les années, le sujet devint tabou et les innombrables victimes virent leur droit de parole leur être soustrait. Nous sommes bien loin des documentaires honnêtes, ou presque, à la Élise Lucet, aux interviews qui ne disent pas tout, à la Beneux, qui, comme ses confrères, n'ose mentionner ne serait-ce que le nom des affaires sur lesquelles il ou elle ont travaillé. Voilà le courage actuel de nos journalistes et de nos médias en 2020. L'argent, l'emploi, la tranquillité, en échange du silence pouvant ainsi contenir la révolte populaire en France contre ces réseaux organisés et gérés au sein même des gouvernements. Mais cela, au prix des victimes toujours plus nombreuses, dont ils ne prennent plus la défense. Voilà l'état du pays. Un pays où le viol des jeunes âmes innocentes et sans défense, l'inceste, les sacrifices d'enfants en offrande à une entité que nos gouvernements portent avec fierté et à la vue de tous, sont des crimes sur lesquels nul n'a le droit d'enquêter. À travers ce documentaire, qui ne serait assez long pour exposer l'entièreté de la situation, nous essaierons d'être le plus concis possible, afin qu'il puisse être compréhensible à la plus grande majorité. Il ne sera question de rentrer en détail dans toutes les affaires que nous connaissons. Il y en a bien trop. Mais un tour d'horizon de ces dernières devrait pouvoir retirer le dernier clou de ce cercueil du silence que l'État a mis en place en France avec la collaboration honteuse de la police, de la justice et des journalistes. Viol d'enfants, à quand la fin du silence? Le 27 mars 2000, Élise Lucet présente le reportage sur Pierre et Marie. Il est alors question de viol en réunion, précisément de viol rituel dans un hôtel chic de Paris, où les enfants décrivent avec un effroi palpable des abus et des meurtres de jeunes âmes pouvant aller jusqu'au nouveau-né, par des adultes, vêtus de longues toches blanches arborant un rectangle en leur centre. Toute l'affaire est anonymisée, allant jusqu'à taire le nom de la juge Collabo, qui prononcera le non-lieu. Dès lors, nous pouvons sentir l'odeur, même à cette époque, du lourd silence qu'entourent les affaires des réseaux pédophiles, pour ne pas dire pédosataniques. Toutes les personnalités mêlées à cette investigation sont, de façon très opaque, dissimulées derrière un anonymat insoutenable. Suspects, coupables, juges, magistrats, tous à la même enseigne. Suite à la mise sur écoute du père en question, nous apprenons qu'il aura le bras suffisamment long pour connaître directement depuis le bureau du juge et du procureur l'avancée de l'enquête. À
peu plus tard, nous découvrons ensuite un peu plus en profondeur ces incohérences avec le milieu de la magistrature. À ce stade, nous pouvons déjà palper la corruption qu'occupent ces milieux, mais surtout le lien répété selon les affaires entre ces personnes suspectées d'appartenir à des réseaux pédophiles et les plus hautes instances judiciaires de notre pays. Les experts mandatés pour examiner les accusations des enfants seront tous formels. Ils ne mentent pas. Pourtant, aucun de leurs rapports ne sera pris en compte durant le procès. Les écoutes téléphoniques, quant à elles, seront éludées, mettant bien trop en évidence les liens entre l'accusé et les services mêmes qui seront en charge de rendre un jugement. Sans trop de surprise, un non-lieu sera rendu avec la mention de rétablir le partage de la garde des enfants avec le père accusé. La mère essaiera malgré tout de se battre jusqu'au bout et obtiendra en Suisse, auprès de Georges Glatz, responsable de l'association du CID, le témoignage pouvant faire réouvrir le procès grâce à des enfants victimes dans d'autres affaires qui, sur photo, pointeront du doigt les mêmes accusés. Mais même munie de ces nouvelles preuves accablantes, l'appel en France ne passera pas. La mère, devant alors partager à nouveau la garde des petits, n'aura d'autre option que la fuite du pays pour les mettre à l'abri. En fin d'émission, un débat eut lieu sur le plateau de France 3. Complaisance avec la direction de la police et la manière dont fut traitée l'investigation, soutien indéfectible des juges et magistrats qui rendirent le verdict de non-lieu, rapport psychologique soutenant que les enfants ne mentent pas, éludés dans leur intégralité, corruption évidente de la magistrature passée sous silence. Mais le couperet tombera malgré tout. Martine Bouillon, substitut du procureur au tribunal de Bobigny, balancera au milieu d'un plateau honteux et mal à l'aise qu'elle a connaissance de charniers d'enfants en région parisienne. Cette confidence lui coûtera sa carrière. Dès le lendemain matin, dans l'urgence et l'angoisse, toutes les autorités en place démentiront. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel siège le président de la République de l'époque Jacques Chirac, n'en restera pas là. Ils ne laisseront pas impunis ce qui pourrait les faire tomber, tous, et ainsi, la sanction tombera le même jour, moins de 24 heures après la projection du reportage. Martine Bouillon sera d'abord mutée de la région parisienne. À présent bâillonnée, elle ne s'exprimera plus sur les tenants et aboutissants de ce qu'elle eut le courage de dire sur le plateau. Une proche de Pierre Mazet, l'homme qui eut la grande présence d'esprit de numériser le documentaire avant qu'il ne soit complètement enterré, aura un contact avec une personne ayant réussi à approcher Martine Bouillon pour obtenir plus d'informations sur l'après de ses déclarations. Elle lui confiera les mots suivants. Le haut magistrat qui lui assigna l'ordre de mutation, Michel Joubrel, fut par la suite mis en examen pour pédopornographie. Au dire des enquêteurs, certaines des 10 à 15 000 photos pédophiles saisies chez ce magistrat étaient à la limite du supportable. Les membres du réseau dont il faisait donc partie s'échangeaient des photos de viols d'enfants et de bébés. Michel Joubrel sera condamné. Il n'écopera donc que de 8 mois de prison avec sursis. Sursis ou acquittement, concrètement dans les faits, aucune différence. L'affaire, ainsi que la médiatisation de ce genre de cas s'arrêtera là. Le tabou absolu doit être installé. Plus aucune affaire de réseau mêlant le territoire français ne sera plus jamais exposée à la télé. Été 2019, l'affaire Epstein était en train de faire grand bruit, et c'est à ce moment précis que le gouvernement français ordonna secrètement ce que nous qualifierons de vol de biens publics, le reportage d'Élise Lucet par l'Institut national de l'audiovisuel, autrement dit l'INA. Rappelons que ce reportage fut intégralement financé par les citoyens français puisque se trouvant sur une chaîne publique, fonctionnant donc grâce à nos impôts. Dès la mise sous dépôt du documentaire dans les registres de l'INA, toute personne diffusant des extraits ou son intégralité, tels que sur YouTube, virent leur chaîne sanctionnée et la vidéo immédiatement retirée. Pourquoi ? À cela plusieurs théories. L'affaire Epstein allait enfin être révélée. L'existence formelle et indiscutable des réseaux pédophiles à l'international, composés principalement, voire uniquement, d'officiels du gouvernement, d'acteurs, de chanteurs, de journalistes, de dirigeants de multinationales, et toute une brochette de hauts profils mondiaux appartenant à cette vaste caste des ultra-riches. La vaste majorité d'un peuple totalement sous perfusion, à la limite de la léthargie, nourri de mensonges à outrance de la part des autorités et de leurs sous-fifres médiatiques, ayant pour unique objectif la désinformation du public,
n'allait pouvoir taire une telle affaire. Comment l'aurait-il pu ? L'affaire faisait les gros titres à travers le monde. Et si dans un réveil brusque, une partie de la population se penchait sur le sujet, c'est sur viol d'enfants probablement, le reportage d'Élise Lucet qu'il tomberait. Bien que vieux de 20 ans, il fallait absolument empêcher toute diffusion de ce reportage. N'oublions pas que l'avocate du père de Pierre et Marie se nommait Monique Smadja Epstein. Vous comprenez où se situe le problème ? Des individus curieux de savoir de quoi il est question, interrogeant par des mots-clés contenant Epstein les moteurs de recherche ou YouTube, pourraient tomber sur des traces de cette vieille affaire. Permettre aux gens de relier dans leur tête les deux affaires serait un suicide collectif pour la caste en question. Donc, le gouvernement macroniste prit les choses en main et demanda le dépôt du reportage dans les archives de l'INA, le rendant inexploitable et indiffusable. Il s'agit là, comme tout le monde le sait à présent, d'un réseau pédophile, mêlant tout autant à des trafics d'armes, d'uranium, d'espionnage, d'attentats, de corruption, à condition de prendre le temps de remonter l'argent et les sociétés écrans de cette affaire. Pour les médias français, cela se limitera à des viols d'adolescentes. Nous tenons à rectifier immédiatement ce mensonge ordonné directement depuis les plus hautes instances du pays, même si tous les médias souhaitent vous persuader de cette supercherie. Il était question d'adolescentes, certes, mais ces dernières, anciennes grooming girls, chargées de recruter à leur tour des enfants, serviront d'écran au scandale puisque derrière, si vous cherchez bien, vous comprendrez qu'il est aussi question d'enfants bien plus jeunes, filles comme garçons. Mais regardez attentivement le timeline de ce qu'il s'est passé avec l'affaire Epstein. Il est arrêté en descendant d'avion de son retour de France. Telle une traînée de poudre, les médias de d'autres pays prennent à leur tour le relais. En France, pas un mot. Il faudra attendre septembre 2019. Là, Marlène Schiappa, auteure de livres porno et ministre de l'égalité homme-femme, réclamera une enquête. Une question légitime, de qui se fout-on ? Telle une pièce de théâtre, ils nous joueront du haut de l'Élysée une scène stupide et grotesque de désaccord entre ceux qui réclament une enquête et ceux qui ne le désirent pas. Si vous avez cru à cela, je vous arrête immédiatement. Il n'y a aucun politique français qui désirait que l'on s'attarde sur cette affaire et encore moins d'ouvrir une enquête. Mais il fallait une protestation fictive et Marlène Schiappa prit le rôle de la grande justicière. Amusant, pour ne pas dire pire. Celle qui prône l'éducation sexuelle des enfants en bas âge, franc-maçonne à la grande loge féminine parisienne, qui est assez naïf pour le croire. Alors penchons-nous sur l'enquête en France. Le tour est rapidement fait. Seuls les Français mentionnés dans les journaux internationaux les plus connus seront cités dans les médias collaborateurs français. Il s'agira donc du prince pédophile Andrew, Jean-Luc Brunel, Jean-Yves Le Fur sera à peine murmuré, et pour finir, Ghislaine Maxwell. C'est ici que vous pouvez palper sans embâche le scandale et la supercherie. En effet, il y a beaucoup plus de noms, très importants, que les Français auraient dû entendre et lire sur les grandes pages des médias. Pour simple exemple, Linda Pinto et de son frère Alberto, le décorateur d'intérieur de Jacques Chirac. Parlons aussi de Caroline Lang, la fille du pédophile notoire Jacques Lang. Ce dernier, ironie du sort d'être un imbécile, confiera à un journaliste avoir dîné plusieurs fois dans l'appartement avenue Foch de Jeffrey Epstein. Détail important à prendre en compte, Ghislaine Maxwell ramènera pour son anniversaire dans les années 2000 3 petites de 12 ou 13 ans à Epstein depuis la France jusqu'aux États-Unis. Là encore, pas un mot, rien, silence absolu. Nous sommes en été 2020, un an s'est écoulé, il n'y a toujours pas la moindre enquête, pas la moindre interpellation, pas le moindre dossier ouvert, et fait absolument scandaleux, toujours pas de juge de nommé, permettant ainsi de ne jamais ouvrir de procès. C'est là que tout se joue. En ne nommant pas de procureur depuis plus d'1 an, ils ont ainsi largement le temps pour régler ce qui doit l'être, faire disparaître des preuves potentielles, faire fuir les coupables à l'autre bout du monde et ce, toujours dans l'indifférence générale.
Mais revenons un instant à ces hautes instances qui prononcent des non-lieux dans des affaires aussi graves, malgré l'accumulation flagrante de preuves. En ordonnant en parallèle la mise en arrêt de simples voleurs de sandwich qui, eux, ne prennent pas de sursis mais bien de la prison ferme. Car des hauts responsables de la magistrature ou non continuent, eux, bel et bien, de tomber dans des affaires similaires, mettant en avant encore et toujours l'existence au sein même de nos institutions de réseaux pédophiles vastes et étendus et si grandement protégés par ces derniers et par le gouvernement lui-même. Il y a quelques semaines, un juge, président du tribunal des enfants à Dijon, fut attrapé pour avoir mis sa fille sur un site échangiste pour la faire participer à ses pratiques sexuelles à lui et à sa femme. Son nom, quant à lui, sera passé sous silence absolu. Le juge, devant s'occuper du dossier, se montrera très complaisant envers son confrère, prétextant qu'il est rempli de remords, qu'ils ont les preuves qu'il n'est jamais passé à l'acte, que tout ceci faisait partie d'une sphère imaginaire et de fantasmes, que sa femme n'était pas du tout au courant, bien que partageant le compte en question. Elle sera d'ailleurs blanchie avant le moindre début d'enquête. Ils ont enterré l'affaire espagnole, Opération Trinity. Seul Spoutnik écrira quelques rares lignes en français. 2 Français à la tête de ce réseau, mettant en lumière plus d'1 million de fichiers pédos. Un réseau qui était en train, grâce au soutien des services sociaux espagnols leur procurant des jeunes garçons, de mettre en place des formules voyage tout compris pour le Maroc, où les petits garçons allaient être fournis avec le voyage, l'hôtel. À présent, il est l'heure de dévoiler notre enquête sur ce réseau. Nous avons cherché des médias, des policiers, des journalistes, prêts à nous seconder pour faire exploser l'information. Nul n'a répondu présent. Alors aujourd'hui, nous prenons ce risque, seuls et sans filet, et nous allons vous dévoiler ce que nous avons trouvé. Les réseaux ne doivent plus être protégés, et notre engagement dans ce combat nous impose de l'exposer. Peu importe les risques. D'abord et brièvement, sachez que ce réseau opère depuis au moins 40 ans. Les têtes changent, certaines têtes tombent, mais le réseau prospère à travers le monde et en Europe depuis des décennies. Dans les années 80, un réseau tombe aux USA, mettant en lumière le plus gros trafic pédopornographique du pays à l'époque. Les contenus pédos proviennent d'Europe. Le réseau continue et tombe à nouveau dans les années 90. Le réseau de Valence. Les têtes changent et le réseau perdure. Pour retomber une énième fois en 2016. Là, nous retrouvons plusieurs responsables. D'abord les secondaires, dans les noms de Miguel Aviles Fernandez, Martin Rafael Chanza Almudever, José Cardona Serra, Fernando Aguilera Garrido, Youssef en Nassiri, puis les dirigeants principaux dans les noms de Christian Arson et Jean-Luc H. Baker, souvent nommé Jean-Luc H. Mis en prison à titre préventif en 2016, Christian Arson et Jean-Luc H. Baker seront libérés sans la moindre raison, et après 3 ans de préventive en attendant leur procès, quelques jours seulement avant de passer au tribunal. Corruption évidente et effrayante de la pédojustice espagnole. Les hommes disparaîtront dans la nature, bien évidemment. La France n'extradant pas, il y a de fortes probabilités qu'ils soient cachés parmi nous, sur le sol français. Il sera dit que Interpol les recherche, mais mensonge habituel, aucun d'eux ne figure sur la liste Interpol des gens recherchés. Les infos dans les médias sont erronées, mais nous parviendrons à remonter une info capitale. Nous sommes retournés sur le passé de Jean-Luc H. Baker. Avant d'arriver en Espagne, il produisait des films porno en France. Et il travaillait pour Michel Ricot et Gérard Menou. Gérard Menou, aussi connu comme le roi du porno en France à l'époque,
travailla avec Daniel Messinger, premier fournisseur en matériel vidéo de Gérard Menou. Des extraits de ces dites productions furent retrouvés dans les CD-ROM de Zandvoort. Messinger était en relation avec Nioul et Dutroux et fut à l'époque inculpé pour viol sur des enfants de 8 à 12 ans. Gérard Menou, lui, était aussi en relation avec Dutroux, confession de sa propre voix. Nous avons donc Jean-Luc Aschbacher à la tête d'un trafic de petits garçons pour du contenu pédopornographique en Espagne, qui travaillait avec un homme connecté directement au réseau Zandvoort et Dutroux. Ces deux réseaux, il est important de le mentionner, ne sont en fait qu'une seule et même affaire. Dutroux ou Zandvoort, c'est la même histoire, les mêmes personnes impliquées, et là, nous avons sous la main un homme qui travaillait au tournage de films porno, révélés à l'époque comme dissimulant de la pédopornographie. Vous faites le lien ? On pourrait croire que déjà tout ceci est énorme. Pourtant, ce n'est pas tout. Loin de là. Est-il nécessaire de mentionner qu'en plus de tout cela, après plusieurs années de préventive, ils furent libérés juste avant le procès afin de pouvoir s'échapper ? De quoi avait-il peur ? Quel nom aurait-il pu donner ? Quel réseau cachait-il ? Les connexions sont rapides. Dutroux, Zandvoort, Trinity, encore une fois, le même réseau. Nous venons de tomber sur une affaire qui n'est autre que la descendance même de Zandvoort et Dutroux réunis. Le réseau opérait caché derrière une société que les journalistes nommeront HOM. La société n'existait pas. Alors, jouons avec l'algorithme de Google, en modifiant le nom, en retirant, en ajoutant des lettres, nous trouverons le Saint Graal. La société porte en réalité le nom de Ashcom Production SL. Elle est domiciliée au 46 rue Tapioles à Barcelone. Sauf qu'à cette même adresse figure une seconde société portant le nom de Sale Adult Line Only SL. Traduisons, vente adulte seulement. Cette société appartient à Frédéric Ernest né Sanson. Une société au nom évocateur qui est domiciliée à celle de Ashcom SL, dissimulant un trafic pédophile. Mais nos trouvailles ne s'arrêteront pas là. Dans les registres du commerce espagnol, nous découvrirons avec stupéfaction que Jean-Luc Aschbacher était le gérant de Sale Adult Line Only. Les deux sociétés sont donc intrinsèquement liées. Alors pourquoi il n'est pas fait mention de cette dernière, ni du nom de son propriétaire ? Nous le comprendrons par la suite. Nous recherchons donc tous les Frédéric né Sanson du monde entier, précisément Frédéric Ernest né Sanson. Le deuxième prénom de cet homme vaut de l'or. Nous trouvons en France un Frédéric né Sanson. Accrochez-vous. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais cet homme est très important. À ce stade, nous n'avions pas la preuve qu'il s'agissait du même homme, car aucun papier officiel ne mentionnait son fameux deuxième prénom. Et après des mois d'enquête, nous abandonnions l'idée de trouver cette fameuse preuve. La preuve que le Frédéric né Sanson français était bien celui portant Ernest comme second prénom. Jusqu'au jour où nous tombions sur le Saint Graal. Un vieux registre du commerce français, le seul n'ayant été modifié pour dissimuler les preuves mentionnant ce Frédéric comme portant en deuxième prénom Ernest. Il n'y a aucun autre homme portant ce nom complet. Cependant, avant de continuer, mentionnons une petite chose. Nous ne portons accusation de rien. Nous exposons les faits et le fruit de notre travail. Voici le profil de l'individu. Il eut fait campagne pour la République en marche de Macron. Il était le grand chancelier de la loge franc-maçonne Memphis Mizraïm International. L'homme, sur son profil Facebook, est très souvent en vacances au Maghreb, lieu où le réseau espagnol avait prévu de monter ses hôtels all-inclusive pour pédophiles. Et accrochez-vous encore. Il a une société parisienne se situant à 5 numéros de l'appartement de Jeffrey Epstein, avenue Foch. Cela fait beaucoup trop pour croire que tout ceci est une coïncidence. Qui était à la tête de ce réseau ? Qui était le patron de Jean-Luc Aschbacher et Christophe Arson ? Pourquoi la société de Frédéric Ernest né Sanson est domiciliée à la même adresse,
et employé dans le passé en tant que gérant, Jean-Luc Ashbaker. Nos conclusions, au-dessus de Jean-Luc Ashbaker, se trouvait Frédéric Nessanson. Rappelez-vous, ils ont enterré l'affaire Dutroux en Belgique, allant jusqu'à éliminer les témoins, 30 témoins assassinés, passés sous la coupe du suicide. Remplacement du juge qui semblait enclin à offrir la justice, menace de mort afin que son travail ne soit pas fait correctement. Les hauts profils accusés ne seront jamais investigués. Bref, un scandale judiciaire qui reste à ce jour impuni. Ils ont enterré l'affaire Zandvoort. L'homme les ayant découverts sera fortement puni. Monsieur Vervlossen, jeté en prison pour ne s'être soumis à la pression, sera jugé pédophile et décédera derrière les barreaux. Pour la justice, les victimes n'existent pas. Les parents français reconnaissant leurs enfants sur les CD-ROM recevront l'insulte que ce sont des sosies. La ministre Guigou mentira en plein direct durant le journal télévisé français, se disant prête à recevoir les CD-ROM pour les étudier, alors qu'elle les possédait depuis plus d'une année. Sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes qui peuvent posséder ce CD-ROM, de les communiquer à la justice. Tout le monde ment. Personne n'enquête. Le parquet de Paris, par l'intermédiaire du juge Yvon Talec, qui dira, et je cite, que la plupart des clichés pédopornographiques furent pris avec l'accord des enfants et des parents, que les photos sont vieilles, qu'il faut minimiser. Ils concluront tout cela avec Frédéric Malone, commissaire divisionnaire de la direction centrale de la police judiciaire qui, à l'époque, nous affirmera sans cligner de l'œil que les réseaux n'existent pas. Ils ont enterré l'affaire Ami de Lisa, usant d'un stratagème bien trop connu et si répétitif de l'incrimination des dénonciateurs. Ce n'est plus les réseaux qui tombent et les pédophiles qui sont jugés. Non, en France, ce sont les dénonciateurs et lanceurs d'alerte qui sont emprisonnés. Ils ont enterré l'affaire du Choral, où il est possible de retrouver toute la petite brochette pédophile de l'Élysée, Jacques Lang y compris. Monsieur Olindre, à l'époque, dénonçant que ce dernier eût sodomisé un jeune garçon handicapé, la tête dans un seau de merde, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ils ont enterré l'affaire Doutreau, blanchissant tous les accusés, omettant de parler du réseau similaire qui s'opérait à 2 immeubles de là, et ne préciseront jamais que certains sont retombés pour des faits similaires. Étrange pour de soi-disant innocents. À la place, ils instaureront, en tant que ministre de la Justice, Dupond-Moretti, le coupable de tous ces acquittements dont il est question. Personne ne semble faire le rapprochement qu'un tel avocat fut désigné pour représenter un groupe de pédophiles sans le sou et vivant en HLM. Un ténor du barreau, pro de l'acquittement, défendant des petites gens de quartier populaire dans une affaire où les enfants victimes nomment des notables comme étant les agresseurs. Comprenez-vous à présent ? Ils ont enterré toutes les affaires de réseaux pédophiles, car toutes mentionnaient à un moment ou à un autre un magistrat, un franc-maçon, un juge, un responsable des services sociaux, un directeur d'association pour enfants, ou une tête politique œuvrant pour ce gouvernement ou un précédent. Ils enterrent tout ce qui pourrait remonter aux plus hautes instances du pays. La désinformation obtenue par le bras armé de nos dirigeants s'opère par l'intermédiaire des médias. Pas un en particulier, mais tous. D'un commun accord, nul n'a autorisation de faire étalage de ces réseaux qui sont pourtant sous votre nez. Et le réseau espagnol ne fut jamais, au grand jamais mentionné dans aucun média français. Quelle conclusion en tirez-vous ? Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui, sur différents plans, à leur manière, tentent de lutter contre toute cette gangrène mise en place depuis des décennies, avec le consentement ou la passivité de la population. Ils sont activistes, youtubeurs, lanceurs d'alerte, rappeurs, psychologues, écrivains, et tous ont un point commun, l'envie de lutter contre ces réseaux pédophiles.
tourne, action, hop, tac tac. Attends. Donc on fait cette vidéo pour F Society. Qui nous sommes SKS Crew. C'est un groupe de musique, un groupe de potes où on fait de la musique. On est orienté sur le rap plutôt. Un groupe engagé, même si on n'aime pas vraiment le terme, ça fait un peu super-héros, mais disons qu'on fait ça avec le cœur et qu'on aime bien évacuer les choses qui nous touchent à travers l'écriture, la musique, les thèmes qu'on aborde. Voilà. C'est un groupe qui existe depuis 2001. Depuis 2001. Et c'est vrai que depuis 2001, on a commencé un peu le rap justement pour exorciser tout le mal-être qu'il peut y avoir en nous, déjà en tant que jeune, après en tant que jeune adulte et après en tant qu'adulte. Voilà, donc on a trouvé le moyen de se défouler, de dire tout ce qui nous dérange par le biais de la musique. On a toujours été aussi révolté par rapport aux injustices, tout ce qui est injustice dans le monde, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose qui nous touche, qui nous pousse à avoir un cri du cœur un petit peu, je pense. Après voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, on a quelques morceaux qui sortent du lot dans l'œuvre artistique du SKS Crew et notamment La Loi du Silence. Ouais, déjà Skyrock là. Oui. Petit attentat Ça a commencé avec ça d'ailleurs. Ça a commencé avec ça. Ouais. Exactement. Donc c'était un freestyle pour la radio Skyrock. À l'époque c'était des trucs par téléphone que tu faisais en direct. Et donc, ils font plus en direct d'ailleurs depuis. Ils font plus en direct depuis ça. T'as cassé le délire. Hein. Et juste un dernier petit mot également que je voudrais adresser à monsieur Pierre Bélanger, qui est un sataniste, pédophile, incestueux. Ok, vas-y, coupe, attends, c'est bon. Il n'y a plus de direct, il y a un décalage de 10 minutes, je crois, un truc. C'est ça. Et du coup, on avait profité de cette petite porte ouverte pour faire passer un message. Le message est passé pendant le freestyle et au moment de faire les dédicaces, il y a une dénonciation par rapport à Pierre Bélanger, donc, qui est le patron de cette radio-là, qui a des casseroles de choses un petit peu obscures derrière lui. Ouais. Et donc cette intervention a été censurée en direct et ça a fait un espèce de buzz auquel on ne s'attendait pas. Ça c'est la première fois où réellement on fait parler de nous. Après il y a eu, suite à cette censure-là, le morceau Le Lot dans la Bergerie, qui a renfoncé le clou, on va dire, pareil, qui a été plutôt bien reçu. Et après, c'est La Loi du Silence, en fait. Ça, c'est les 3 strikes, en fait. Exactement, ouais. C'est des sons qui n'ont pas été faits pour buzzer, mais c'est vrai que c'est des sons qui ont fait parler, qui ont beaucoup fait parler à l'époque et qui ont été beaucoup partagés et relayés par des médias dissidents de l'époque. Et ça fait parler, ça a permis aux gens de s'intéresser à nos œuvres, à nos morceaux. On a nos métiers respectifs qui nous permettent de gagner nos vies et c'est vraiment un passe-temps. Un défouloir. Ouais, un défouloir. Vu la période actuelle qu'on vit, c'est vrai que arrêter, ça va être compliqué. D'ailleurs, quand on a commencé, on savait même pas, c'était pas spécialement le créneau engagé, c'est naturellement qu'on parle de sujets qui nous touchent. Voilà, donc depuis 2001. Et après par rapport au réseau pédophile et tout, ça c'est plus quand vous avez décidé de bosser sur le morceau La Loi du Silence, où il y a eu un travail de recherche qui a été fait. Si on reste sur le créneau, si on vient sur le créneau de la pédocriminalité, c'est vrai qu'on voulait faire un morceau sur les pédophiles, mais pas sur les pédophiles, les psychopathes qui ont un grain dans la tête. Enfin, tu me diras, tout pédophile a un grain dans la tête. Mais on voulait vraiment aborder le thème des réseaux pédosatanistes, des élites du pays et du monde d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a commencé à faire des recherches. C'est un morceau, pour l'écrire, on a mis à peu près 2-3 mois. C'est-à-dire que je crois que c'est un des morceaux où on s'est plus pris la tête, on voulait pas dire n'importe quoi et partir sur des éléments factuels. Donc on a fait des recherches, on s'est fait très très mal à la tête et au cœur. Ouais. Parce que c'est violent, c'est d'une violence, c'est même incroyable. On a vu des choses. Pour l'écriture, déjà, pour vous, l'écriture c'était complexe. C'était complexe. À digérer, et pour le montage du clip, là je vais parler en ce qui me concerne, parce que moi je suis pas sur le morceau, mais j'ai contribué au montage du clip. Donc
tu reçois les rushs des nombreux documentaires, il faut que tu tries, que tu regardes intégralement pour savoir quelle partie tu vas prendre, tu vas intégrer dans le clip de La Loi du Silence. Ça fait un... Ah, cette période-là, on se souvient encore, c'était 2014. 2014, je crois. 2014. C'est que déjà, le morceau, on l'a réduit. Il était censé être beaucoup plus long. On l'a réduit et à un moment, on s'est dit on arrête. Parce qu'on était parti vraiment, on s'était focalisé sur ce thème-là, sur les recherches. Et plus tu creuses, plus tu trouves des trucs de dingue, plus tu creuses, plus tu trouves des trucs de dingue. Et au final, franchement, c'est quelque chose d'assez... c'est dur pour des personnes un peu sensibles, un peu fragiles. Ça peut même, je pense, poser des problèmes. Ça peut être... t'en fais des cauchemars faciles. Hein. C'est une torture. Après, le truc qu'il y a, c'est que quand tu es pas au fait des détails de ce genre d'affaires, et que tu dois tout assimiler en très peu de temps, c'est un dématrixage agressif et hyper rapide. En tout cas, à l'époque, on se disait, il faudra quelques années avant qu'on remette les mains dans un thème similaire. Ouais, c'est des choses inconcevables en fait. C'est des choses qu'un être humain, quelqu'un qui s'est jamais renseigné sur justement les réseaux pédosatanistes, tu lui dis, il va dire c'est pas possible, t'es complètement barjot, c'est impossible de pouvoir faire des actes tels sur des nourrissons par exemple. Contre nature. Rien qu'en reparler, rien qu'en reparler là justement, ça fout les nerfs. Donc voilà, ce morceau 2014. Quand il est sorti, on était étonnés. Je crois que la première journée, ça commence à monter et à 250 000 vues, ça a sauté notre page YouTube. Ah, il a été striké. Ouais. Il a été striké une première fois. On a essayé de le remettre en ligne, c'est impossible. D'où YouTube qui nous a dit si on le remet, notre chaîne elle saute. Elle strike. Mais pourtant on avait activé, tu sais, le truc de moins de 18 ans. Hein. Moins de 18 ans, c'est-à-dire si t'es mineur, tu pouvais pas regarder la vidéo, fallait que t'aies un compte YouTube, etc. On avait quand même mis en garde aussi du contenu que tu pouvais trouver dans cette vidéo-là. Pour le public jeune, pour le jeune public. C'est ça. Et malgré ça, la vidéo a striké, alors que c'était des rushs basés sur des documentaires qu'on trouvait sur YouTube. C'est complètement incohérent. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, le morceau, il nous appartient plus. C'est qu'il a été publié, relayé par des personnes qu'on connaît même pas spécialement. Et c'est vrai qu'il reste plus beaucoup sur YouTube. C'est vrai qu'il reste quelques copies qui tournent encore, je crois 2 ou 3. Il y a plein de gens, ils ont des copies chez eux. Voilà, donc à chaque fois qu'ils le retirent, il y a d'autres personnes qui le remettent. Donc ça, il est plus, ce morceau nous appartient plus maintenant. On va dire qu'il appartient au peuple. Exactement. Et c'est un peu, ça fait plaisir entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'un sujet comme ça, c'est en 2014, on est en 2020 et pour des gens, ça reste encore quelque chose d'impossible. Mais les gens commencent à maintenant se réveiller un peu grâce à justement au travail que Revo fournit, qui est beaucoup plus recherché, beaucoup plus détaillé. Mais c'est vrai qu'en 2014, on était un peu pris pour des ovnis à l'époque, des complotistes, sachant qu'on n'a jamais été attaqué sur le clip, parce que tout ce qu'on dit pourrait être attaqué, mais bon, c'est factuel. Avec des preuves, comme dit Serco, qu'on retrouve sur le net. Nous, on n'a rien inventé, on a juste fait un travail de recherche, on a résumé ça et on l'a mis sous forme de musique. C'est un genre de travail de journaliste en réalité. Ouais. C'est un travail journalistique où tu essaies quand même de vérifier tes sources et tu te renseignes et puis du coup tu as une piste et tu creuses cette piste-là et puis tu découvres autre chose et ainsi de suite. Et à la fin, nous sur ce morceau-là, c'était essentiellement le dossier Zandvoort. C'est ça. Mais il y en a tellement d'autres. Qui sait, peut-être qu'un jour, c'est vrai qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe, l'affaire Epstein... J'allais t'en parler, c'est du coup, l'affaire Epstein, en fait, ça démocratise un peu aussi le sujet aujourd'hui en 2019-2020. Les gens, quand tu commences à parler de réseau et tout, les gens prendront peut-être un peu moins pour un illuminé qu'à l'époque, en 2013-2014, on dit vas-y avec tes trucs là, laisse-nous tranquille, tu vois. Mais c'est violent, c'est vrai que si demain on doit refaire un morceau comme La Loi du Silence, on va devoir remettre les pattes dedans et on doit s'attendre, sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'éléments à disposition. Voilà, c'est pas à Revo qu'on va apprendre ça, mais c'est vrai que c'est possible qu'il y ait un Loi du Silence 2. Pas à l'immédiat, mais là avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on commence à... On y pense. Ouais, on y pense. Comme aujourd'hui, pas de concert. Les obstacles, c'est que, en fait, comme tu disais la dernière fois,
si tu veux faire carrière dans la musique, tu prends ce que nous on a fait, tu fais pas tout l'inverse. Voilà. Tu fais exactement tout l'inverse et voilà, tu seras au sommet. Donc pour des artistes, exactement, pour des artistes qui veulent aller loin et ouais, faut éviter de faire ce qu'on fait. Après, pour nous, quand t'es artiste, faut faire ce qu'on fait. Donc c'est un peu contradictoire, mais c'est vrai que quand t'abordes certains sujets, va falloir oublier les radios, les concerts. Sauf si tu les fais toi-même, ce qu'on fera peut-être par la suite, nous, organiser nos propres concerts, on sera obligé. Et distribution, il va falloir te débrouiller tout seul. Nous, on nous a jamais dit texto, non, on veut pas de vous, vos thèmes et tout. Mais on nous a fait comprendre ou voilà, on nous a fermé des fois les portes ou carrément. Bah c'est simple. Dès que nous on a essayé d'organiser ou de participer à des concerts qui sont organisés autour des villes où on réside et tout. Il y a toujours ce qu'ils appellent une commission pour écouter les artistes. Et voilà, en gros, c'est une réunion, tac, voilà, il y a tel artiste qu'on veut passer, ça écoute dans les grandes lignes l'œuvre de ce qu'il y a à proposer. Et nous, évidemment, gentiment, on nous a toujours fait comprendre que c'était pas possible. C'était complexe par rapport au thème abordé, c'est trop sensible, c'est trop ceci, cela. Même si c'est des gens en interne qui sont entièrement d'accord avec notre message. Il y a des subventions de l'État pour certaines mairies, pour certains c'est compliqué, ils peuvent pas se mettre en porte-à-faux au niveau de l'association pour juste faire plaisir à SKS Crew et les mettre sur scène et tout. Donc voilà, ça on a bien compris que c'était pas pour nous. Après signature en maison de disque ou major ou quoi que ce soit, ça n'a jamais été notre délire, mais même si c'était le cas et ça ne sera pas. Enfin, on vient pas de démarcher, tu vois. Clairement, on n'a jamais reçu de proposition quoi que ce soit. Sans désillusion de notre part, parce qu'on a totalement conscience qu'on se déjà rien que de toute façon déjà rien qu'à voir les featuring. Après voilà, donc c'est quand tu vois les featuring, les gens qu'on côtoie, des artistes plus ou moins connus, à qui on demande de faire des featuring avec nous ou à qui on s'entend bien, on se dit tiens pourquoi on ferait pas un morceau. C'est vrai qu'il y en a certains ils nous disent SKS Crew c'est pas bon pour ma carrière quoi. Voilà, le dernier album qu'on a fait, l'album de Zirko, le Silence des agneaux, voilà, déjà rien que dans le titre, voilà, ça a été vendu plus ou moins bien à notre échelle à nous. On n'est pas dans une démarche de merchandising ou tu vois, de vente. On rentre pas dans un schéma classique d'artiste classique, de la musique où voilà, tu vas chercher une stratégie commerciale, à une approche, pour faire tant de clips, pour promotionner de telle manière, tu sors tel morceau en premier. Nous, franchement, c'est freestyle. En vrai, on calcule pas tout ça. On est juste. On a nos syndicats soldats, hein, ceux qui nous suivent depuis pas mal d'années, qui continuent à nous suivre, qui, dès qu'on a un projet, ils sont là, voilà. Et nous, maintenant, on s'adresse à eux. Donc maintenant qu'on fait nos morceaux, c'est vrai qu'avec le temps, maintenant, voilà, le plafond de verre, ça y est, on y est nous au plafond de verre. Hein. Écoute, on vit avec assez bien. Et puis voilà, on a fait la connaissance avec Revo, donc c'est que même nous, c'est pas mal aussi ce qu'on fait. Le travail est reconnu, notre travail. Donc écoute. Non, ça tue, nous sans regret. Si c'était à refaire, on referait la même en 10 fois pire, ça se trouve, tu vois. Mais franchement, là, l'avantage qu'on a, c'est que on peut sans rougir faire écouter notre musique, même si elle est violente, à nos proches, à nos parents, à nos frères, nos sœurs, tu vois, sans se dire ah la honte. Ou plus tard nos enfants. Nos enfants quand ils écouteront nos sons, ils verront que papa il a fait de son mieux hein, avec les moyens du bord, comme on pourrait dire. Hein. Avec ses outils. Nous, notre outil c'est la musique. Mais on s'en sert pour véhiculer un message et je pense pas qu'on est sans limite, hein, sans limite, on se fixe aucune barrière. Hein, les gestes barrières. Et après, les obstacles, pour venir aux obstacles, ça nous impressionne pas, ça nous étonne pas, et ça depuis pas mal d'années, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Nous, on faisait de la musique, il n'y avait pas Internet, pour te dire, hein, pour les plus jeunes, il n'y avait pas Internet, et déjà à l'époque, les mairies, elles aimaient pas trop, elles entendaient SKS, elles aimaient pas, tu vois, donc... On avait un petit canard depuis le début, mec. Voilà, donc c'est pas gênant. Quand on voit que certaines personnes sont protégées alors qu'ils font des actes inhumains. Ça a toujours été un vrai truc de dire, en tout cas en banlieue, ça se dit beaucoup, c'est que tu vois les braqueurs, les dealers, ils prennent des années de prison ferme
et que les pédophiles, soit ils sont relaxés rapidement, soit ils courent toujours, ça on l'a toujours dit. Et ça continue aujourd'hui. Hein. Et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, t'as envie de dire, c'est un truc de fou, ça se dit déjà il y a des années, tu vois. Et quand tu vois la loi du consentement, tu vois là Amazon, ces discounts qui vendent des poupées d'enfants pour du sexe. C'est pas fait pour des gamines qui vont prendre une poupée, non, c'est des poupées d'enfants, de nourrissons aussi. C'est incroyable. On est en 2020. Aujourd'hui, on dirait que ça va se démocratiser, ça va devenir banal, ça va devenir normal. Plus, parce que nous à l'époque, on pensait qu'à un moment ou à un autre, les pédophiles, ils vont prendre cher. Et non, on dirait que maintenant, la légalisation, on est plus proche de la légalisation que de la. T'as l'impression qu'ils sont protégés par le haut du panier de la justice. J'ai l'impression que du coup, des fois on va prendre un exemple, on va le lyncher pour faire bluff, il y a quelque chose qui se passe, mais la plupart des dossiers n'aboutissent pas, ou pas en tout cas à la juste mesure, ou comme ça devrait être, tu vois. Et c'est juste affligeant. C'est juste affligeant. Après voilà, quand tu commences à creuser là-dedans, tu te rends compte de trucs, on parle même pas de Darknet et de Snuff Movie et ce genre de bail de fou, mais c'est ça en fait, quand tu te dématrixes et que tu creuses dans ce monde-là, tu découvres que la nature humaine elle est à vomir, pour certaines personnes en tout cas, tu vois. Aujourd'hui tu peux mettre des corps qui soient déchiquetés sur Facebook, ça va, ça passe avant d'être censuré. Par contre quand tu commences à parler de réseaux pédophiles, là par contre, ploupe pas, hein, dans la minute ton compte il a sauté. Ah, très bonne question. On se la pose nous-mêmes. Hein. On n'est pas d'accord, moi. Ah, ouais. Moi, vas-y, je te laisse là. Non, vas-y, commence. On est aux anciens. Ok. Moi, je pense que pour arriver à un certain niveau, que ça soit dans la justice ou dans n'importe quoi, hein, vraiment tout ce qui est médias, trucs d'influence, je pense qu'il faut qu'ils te tiennent par les couilles. Et dès qu'ils te tiennent par les couilles, entre autres, je pense par la pédophilie, on en parle sur le morceau, hein, que pendant des soirées privées, à mon avis, il y a des petites drogues qui tournent, on te fait faire des petits trucs bizarres, filmés et tout. Et je pense qu'à un certain niveau, ils te laisseront pas, si t'es quelqu'un, t'es une grande gueule, t'es quelqu'un qui aime pas l'injustice, qui aime pas justement les abus sur les enfants. C'est mon avis personnel. Je pense qu'ils te laisseront pas aller haut dans la magistrature ou dans... je pense. Ah, t'as peut-être raison. Alors, en tout cas, ils te tiennent... c'est pas possible. On est en 2020, on parle encore de loup solitaire. T'as déjà entendu une affaire sortir, un réseau démantelé? Non. Tout ce qui est pédophilie, ça reste des loups solitaires. Donc ça, je pense, c'est assez étrange. À un moment, il y a un bug quelque part dans la justice, et je pense pas que ça soit des dossiers perdus ou des... Non. C'est qu'à mon avis, il y a un très gros pourcentage. Ça bloque là-haut. C'est là où moi, du coup, j'ai une autre théorie. Encore une fois, on ne sait pas, c'est ce qu'on suppose, mais j'ai plus l'impression que c'est comme tu disais tout à l'heure, une élite qui est clairement corrompue et qui verrouille tout ce qui arrive d'en bas, tu vois, et qui fait que voilà, il y a certains dossiers qui n'aboutissent jamais, des gens qui sont suicidés de 2 balles dans la tête, ce genre de trucs, tu vois. Mais je dirais pas que c'est une majorité. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui font ce métier-là, que ce soit dans la magistrature, dans la justice, dans la police, etc., et qui le font en pensant bien faire ou en pensant réellement faire un devoir honorable. Mais on les empêche. Et on les empêche, tu vois. Et comment dire, moi je pense que c'est une minorité qui tient, comme on va parler d'élite qui régit le monde, c'est ça, c'est pas la majorité par rapport au peuple, frérot, tu vois ce que je veux te dire. C'est-à-dire qu'on est plus nombreux que ces gens-là, mais ces gens-là ils ont accès à tout. Ah, mais de toute façon, et c'est eux qui mènent la danse. Voilà, pas donner un nombre, mais il suffit, tu vois, de 2-3 grands magistrats ou grands, tu sais, gens de justice et tout, qui soient corrompus pour te verrouiller tout ce qui est justice en France. C'est ça. Après, on espère que ça va changer, que ça va évoluer, qu'il y a peut-être des générations d'enquêteurs. Ça, je le souhaite. Je prie même des fois pour que l'élu, parmi les enquêteurs, les magistrats, arrive pour faire le nettoyage, parce que ça ferait du bien à tout le monde. Et surtout, voilà, comme on disait, les enfants, quand on commence à y toucher, c'est les adultes de demain. Donc quand tu touches des gosses, t'en fais peut-être des monstres de demain, hein, parce que il y a aussi des choses bizarres. Mais bon, là, on va...
Ah bah là, récemment, t'as les bails d'adénochrome, Voilà. et compagnie, c'est tout frais, mais bon. C'est la continuité de toutes ces choses-là qui s'accumulent depuis des années, quoi. Et ah oui, un grand ménage à faire dans la justice mondiale, hein. Pas que en France, mais... Mais je pense que le pourcentage, moi, perso, je pense qu'il est au-delà des 50%. Bah, les gens qui n'ont pas conscience de tout ça, bah, qu'ils éteignent Touche pas mon poste et compagnie, qui se renseignent, à faire Epstein, il y a des choses maintenant qui commencent à être médiatisées même par les médias mainstream. Faut après, comme le fil là, de la pelote, là, tu tires. Parce que c'est pareil, s'ils en parlent, c'est qu'ils peuvent plus le cacher. Aujourd'hui, Internet, c'est devenu une source d'information. Il y a beaucoup de conneries, mais il y a beaucoup de vrai aussi. Donc ils disent un peu des choses qu'ils sont un peu obligés de dire parce qu'ils peuvent plus le camoufler. Ils noient le poisson aussi, ça c'est la grande tendance, c'est-à-dire qu'on va te donner une petite information qui est vraie, noyée dans un tas d'intox et de fausses informations et du coup tu penses que c'est une énième douille et du coup tu ne sais plus qui croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est illuminé, qui est terre à terre. Ils ont réussi, ils sont trop forts. Exactement. Après, regarde, tu vois, j'ai la lampe elle s'est allumée là. Ting. Après, pour quelqu'un qui n'a pas conscience de ça, alors je vais lui demander de se poser une question. Le nombre de disparus qu'il y a en France par jour. Je suis d'accord, hein, il y a des fugues, les jeunes qu'on retrouve, mais renseignez-vous, de toute façon c'est pas des choses qui sont cachées, hein. Tu peux retrouver un nombre d'enfants disparus par jour qu'on ne retrouve pas. Donc quand tu fais le bilan à l'année, le nombre d'enfants qui disparaissent, ok, il y a le trafic d'organes, il y a le trafic d'êtres humains, tout ça, mais creusez. Aujourd'hui, on a toutes les capacités de pouvoir trouver réponse à des questions qu'on pouvait pas répondre il y a quelques années. Donc après, les gens, faut qu'ils se soucient un peu d'autrui. Je sais qu'on est dans un monde individualiste où le but c'est que tu t'occupes que de ta gueule. Mais à un moment, je sais pas, t'as de la famille, t'as des frères, des sœurs, des enfants, des nièces, des neveux. Je sais pas, faut que les gens se soucient un peu d'autrui. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils feront des recherches. Tu vois, Hollywood et tout, c'est pareil. Je voulais juste rebondir sur ça, sur le monde du cinéma, le monde de la musique, etc. On dirait que c'est, comment dire, quand tu vas en parler comme ça, sans donner d'exemple et tout, ça peut paraître farfelu, mais on dirait, gros, pour être connu dans le monde du cinéma, on dirait c'est un test à passer. Il faut que tu passes un test comme ça. Je crois que même à l'heure actuelle, même dans la musique, mon ami. Combien sont pourris là-dedans? Il y a des bails des centaines d'acteurs qui sont trempés dans des histoires comme ça. Il y en a quelques-uns qui dénoncent, ils se fracassent dans tous les sens. C'est affolant. Et moi, juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, si toi qui regardes cette vidéo, t'as un ego, t'as un minimum de dignité et que tu refuses qu'on insulte ton intelligence, essaye juste de te renseigner sur ce genre de monde parallèle qui existe, le Darknet, les snuff movies, toutes les symboliques pédophiles dans les fêtes, les rituels, ce qui est mis aux fenêtres. Il y en a qui comprennent très bien à quoi le 21 juin, fête de la musique. Nous, étant jeunes, on était contents de participer au 21 juin, mais après, quand on a fait nos recherches, on s'est rendu compte que le 21 juin, c'est une date bien précise pour certaines personnes. Ça fait froid dans le dos. Quand tu vois que c'est Jack Lang qui a créé cette fête. Tu mets Jack Lang Maroc, tu cherches un peu. Voilà, je pense qu'après, à un moment ou un autre, faut arrêter d'être individualiste. C'est ce qui nous bute aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Pareil, les phénomènes des gilets jaunes, les manifs, tout ça et tout, on voit très bien les gens, les manifs, tous les on est dans un monde de gens qui pensent qu'à leur gueule, c'est incroyable. Et on va tous morfler si personne ne réagit. Et toi, comme moi, comme lui, tout le monde. C'est ça. Donc dites-vous aussi que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça. Et on vous le souhaite pas. Hein. On vous le souhaite pas, c'est arrivé près de chez toi, presque sous ton nez, comme dirait l'autre. Et ça peut vous arriver à vous, à vos propres familles. Et si vous vous retrouvez dans des situations à devoir gérer ce genre de problème-là, vous allez très vite vous rendre compte que le système français n'est pas du tout adapté
Et tu vois, on en parlait il y a pas longtemps. Quand tu veux signaler des soupçons de foyers avec des problèmes de pédophilie, etc., tu te retrouves embourbé dans des démarches administratives. Tu vas appeler un numéro d'urgence, on te dit, ouais, le numéro il est saturé, il y a trop d'appels, il faut passer par un tel et un tel et un tel, et tu t'abandonnes, tu laisses tomber, c'est trop complexe. T'appelles la gendarmerie ou la police, c'est pareil, eux ne peuvent pas intervenir s'il n'y a pas ceci ou cela ou cela, donc c'est niqué, si t'es dans l'urgence, hein, je parle. Et la seule solution sur si tu lâches pas l'affaire, ça serait du placement. Mais le placement, on en discutait, tu vois. Est-ce que réellement on peut faire confiance ou est-ce que c'est... tu vois, hein, c'est pas nous qui l'inventons, hein. Il y a qu'à se renseigner qu'aujourd'hui, ils font le bilan des placements des enfants d'il y a 10-20 ans. Ils voient, tout le monde voit aujourd'hui que ça a été plus néfaste qu'autre chose. Donc, comme je vous dis, les gens, faut être solidaire avec votre voisin, avec vos potos, vos amis. Faut rester, pas dire en communauté, mais faut éviter de suivre le move du système qui voudrait qu'on soit tous chacun individualiste, parce que ça arrange, même au niveau des réseaux pédophiles, ça les arrange. Donc grosse force à vous, grosse force à Revo. Society. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour votre invitation. Merci pour ce que vous faites pour nous, hein, parce qu'on a vu que vous avez mis notre page sur votre site. Pour nous, SKS et pour nous, je dirais même citoyen, parce être humain, ce que tu veux. Voilà. Un taf de ouf et il en faut des gens comme vous qui sont déterminés beaucoup plus que nous, parce que nous c'est passager, c'est quelque chose qui nous touche, mais c'est passager. Nous en fait on est surtout, la pédophilie, c'est un thème parmi tant d'autres. Exactement. Malheureusement, il y a plein de soucis, il y a les problèmes, vous avez bien vu, pour boucler les fins de mois, on travaille tous, hein, mais on gagne pas des milliers et des cents. Hein. On est des, pour certains, électriciens, cuisiniers, voilà, on n'est pas trader ou donc la vie de tous les jours, les factures, la hausse on connaît. Donc nous on est sur tous ces sujets-là, et c'est vrai que le sujet de la pédophilie, c'est un sujet qui nous touche assez, et qui toucherait de toute façon n'importe qui, je l'espère. Qui a un cœur normalement construit. Voilà. Normalement construit. L'enfance, c'est l'innocence. C'est l'innocence, tu vois. C'est la vie, c'est quelque chose de pur, c'est les enfants, c'est les adultes de demain. Hein. Donc de toute manière, ce qui touche aux enfants, les lois, hein, qu'on voit même à l'école, tous les trucs des lobbies qui commencent à s'infiltrer dans les écoles, à venir faire la promotion de la théorie du genre et compagnie, là, hein, on est là et on se dit, y a des gens qui bougent. Revo, c'est un autre créneau, voilà, ça commence à bouger. Vous êtes énervé, hein. C'est ça qui vous êtes énervé. Mais c'est bien, c'est une approche encore différente et plus virulente. Et malheureusement, c'est ça. Il en faut. Ouais, il en faut. En espérant que tout ça aboutisse à des choses positives. Donc c'est vrai que Zirko, lui, il a été quand même approché par des labels. Il y a un moment où il y a des labels quand même qui sont venus le chercher et tout. On est resté en famille. Dans la vraie vie, on fait notre maximum avec la musique. Et depuis de longues années, hein, c'est du travail, c'est du temps. C'est de l'argent. Voilà. Nos propres thunes à nous, on les a mis dans la musique. Personne ne nous a jamais financé de quoi que ce soit. Au sacrifice de voyage de vacances, au sacrifice de restaurant. Du temps avec madame, que tu peux pas passer avec madame, t'en parler dans un morceau aussi. Exactement. Voilà, c'est des sacrifices, mais on les fait, on les assume, justement pour le bien commun, pour tout le monde. Voilà, nos morceaux, notre musique, ça, on a un but bien précis. C'est d'informer les gens à notre humble niveau. Et voilà, on est content de pouvoir participer à cette vidéo à notre humble niveau pour donner une petite force. Voilà. Force à vous. Force à vous et bonne continuation et à une très prochaine. catholique depuis que la France est catholique. Voilà.
Comment je suis venue à rejoindre ce combat? Eh bien, c'est une histoire, c'est mon histoire. J'ai toujours recherché la vérité, j'ai eu quelques difficultés à la faire connaître. Je me suis intéressée pendant longtemps à la situation entre Israéliens et Palestiniens. C'est un sujet qui fâche, qui m'a valu beaucoup d'ennemis et qui m'a vraiment largement bloqué dans ma carrière professionnelle. J'ai voulu devenir journaliste, je n'ai jamais pu passer journaliste. Je pense que, alors ça a été un des drames de ma jeunesse, de voir qu'il y avait autant d'obstacles. Et aujourd'hui, c'est ma légion d'honneur. C'est-à-dire que le système n'est pas voulu de moi. Maintenant, c'est vraiment à mon honneur parce que ce qui est devenu le métier de journaliste, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas comme ça que je voulais le pratiquer. Comme j'ai pas pu être journaliste, je suis devenu écrivain et j'ai déjà écrit quantité de livres. J'en ai publié déjà 18. J'ai 18 de mes livres qui ont trouvé éditeur. Voilà. Le problème quand on écrit des livres, c'est de trouver les lecteurs. Et pour trouver les lecteurs, il suffit pas d'avoir un éditeur, il faut la presse. Et moi, j'ai toujours eu la presse contre moi. Toujours. J'ai réalisé en 1991, j'avais 41 ans, le rêve de ma vie, parce que les circonstances l'ont permis, qui a été de venir m'installer à la campagne. J'ai caressé ce rêve depuis ma plus tendre enfance et je l'ai réalisé à ce moment-là. Et j'ai vraiment cru que j'allais trouver à la campagne le bonheur et l'apaisement et la sérénité. Alors le bonheur, oui, je l'ai trouvé. La sérénité, pas du tout. À peine arrivé, un concours de circonstances m'a fait tomber sur une réalité absolument terrifiante, que je n'avais jamais soupçonnée avant. Et il fallait vraiment que j'arrive à la campagne, et dans cette campagne-là probablement, pour tomber sur la réalité de ce qu'on appelle la pédophilie, et la pédophilie de réseau. Je ne m'y attendais pas du tout, je n'avais jamais entendu le mot pédophile. C'est une dame un jour qui m'a dit Madame, vous n'imaginez pas la puissance de ces gens-là, la puissance des pédophiles. Donc j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Et je suis entrée d'un seul coup dans un monde absolument horrible, un monde d'horreur. J'ai découvert une réalité tellement épouvantable, tellement terrifiante que j'en ai perdu le sommeil pendant un temps. J'ai fini par le retrouver, mais j'ai eu à un moment donné, j'ai vacillé. Je me suis dit, pourquoi est-ce que cette réalité-là tombe sur moi? Personne n'en parlait autour de moi. Le mot n'était prononcé nulle part. Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Pourquoi est-ce que je tombe sur cette réalité-là? Qu'est-ce que je vais en faire? Alors j'ai eu un bref instant la tentation de refermer le couvercle, de faire comme si j'avais pas entendu, mais ça c'est pas possible. D'abord c'est pas moi, et en plus de ça je pense que c'est complètement anti-naturel, c'est pas possible. Quand on tombe sur une réalité comme ça, eh bien il faut en faire quelque chose. Moi j'ai décidé que puisque j'étais tombée dedans, même si je l'avais pas voulu, j'ai pleuré, j'ai enragé, j'ai levé le poing au ciel en disant pourquoi moi? Et puis j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'enquêter et de chercher la vérité à ce propos, de chercher la vérité, de la faire connaître autant qu'il était possible. Ma vie a changé d'un seul coup. Il y a un avant et un après la découverte de choses comme ça. Donc, en fait, le choix qu'on fait quand on découvre ça, c'est le choix de la tranquillité ou du combat, mais la tranquillité, elle est perdue de toute façon. À partir du moment où on sait, la tranquillité, elle est perdue, donc il reste plus que le combat ou la lâcheté. Bon, moi, j'ai choisi le combat, avec mes armes, j'ai pas pris les armes. Mes armes, je suis une intellectuelle, je suis une chercheuse, je suis écrivain, je suis chercheuse, je sais faire des articles, je sais faire des conférences. Donc, je me suis lancée là-dedans en me disant que voilà, advienne que pourra. Maintenant, maintenant que ça m'est tombé dessus, je ne peux plus reculer. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que 1 an ou 2 ans, je crois, après ma découverte dans un silence radio total, 2 ans après ma découverte de cette chose-là, elle a éclaté dans les médias. C'est-à-dire que en 1996, dans la foulée, brusquement, sont apparus le congrès de Stockholm où des enfants sont allés raconter les horreurs, les tortures et les viols qu'on leur faisait subir. C'était le congrès de Stockholm en août 1996. Il y a eu l'affaire Marc Dutroux à la fin de l'été avec cette marche blanche extraordinaire de parents belges qui réalisaient qui prenaient conscience que des enfants enlevés, que des enfants étaient enlevés et servaient à des prédateurs sexuels et que ça semblait toucher le cœur de l'État. Vous avez eu également plusieurs scandales en France, comme l'affaire Taureau Bravo ou l'affaire Ado 71, où des gendarmes et des policiers ont vraiment amené au public le résultat d'enquêtes
terrifiante, qui montrait que dans la campagne profonde, des notables s'arrangeaient pour profiter d'enfants, pour les violer. Mais pour violer des enfants, il faut les enlever, il faut les arracher à la responsabilité de leurs parents. Enfin, brusquement, le mot pédophile est arrivé à la une des journaux. 2 ans après que je m'y sois intéressée. Alors je me suis dit que j'avais des antennes. Vraiment, j'ai des antennes. Je suis arrivée simplement un petit peu en avance par rapport au reste de la population. Mais enfin, pour moi, c'était parti. J'ai décidé de m'intéresser à la chose, d'enquêter. J'ai couru les bibliothèques. J'ai notamment découvert un certain Matzneff. C'est à ce moment-là que je l'ai découvert, 97. J'ai sorti un très long texte que j'ai mis sur la toile parce que c'était les débuts d'Internet, qui s'appelait De l'amour et du crime, du sexe et des enfants, où je démontais toute la prédation sexuelle de ce monsieur qui était tellement bien en cours dans les milieux littéraires, dans les milieux politiques, il était reçu partout. Il avait sur lui des lettres de garde des sceaux et qui lui permettaient parce qu'il aurait pu tomber 100 fois pour détournement de mineurs et corruption de la jeunesse. Et ça n'a jamais été le cas, Il a avoué quantité de crimes, il a avoué, mais vraiment avoir sodomisé des petits garçons, des petites filles, complètement hors, enfin, des horreurs. J'ai écrit ce texte que personne n'a lu parce que personne ne me connaissait. Comme j'étais jamais relayé dans les médias, ce texte a navigué un petit peu sur la toile pendant un temps. Et puis il est tombé dans l'oubli. Et moi, de toute façon, j'avais pas à être connu ou oublié. J'étais absolument pas connu. Personne ne pouvait savoir la teneur de mes travaux puisque j'étais publié, j'ai publié des livres, j'ai toujours trouvé un éditeur, mais la presse ne relayait jamais. Donc j'étais jamais dans les médias, et à partir du moment où vous n'êtes pas dans les médias, vous pouvez avoir 50 éditeurs qui vous publient, si les médias ne relayent pas, vous ne trouverez pas vos lecteurs. J'ai eu le temps pendant cette période d'être alerté par des gens très bien intentionnés qui m'ont dit « Attention Marion, si tu te lances là-dedans, fais très attention à toi, c'est plus que casse-gueule, c'est danger mortel. La lutte contre la pédocriminalité, c'est un combat extrêmement dangereux. Ces gens-là sont extrêmement puissants et extrêmement méchants. Et quand j'ai compris à quel point je ne pouvais rien sur le plan local, parce que je ne peux rien, vous ne pouvez rien tout seul. Vous allez vous plaindre à des juges dont vous ne savez pas s'ils sont pas de la partie, vous allez raconter ça à des gendarmes, vous ne savez pas s'ils sont pas de la partie. Quand vous racontez ça autour de vous, on vous dit mais tais-toi. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je me suis dit, puisque je peux pas attaquer le monstre de face, je vais le prendre à revers, c'est-à-dire, je vais essayer d'aller voir, parce que je me passionnais d'histoire, j'avais rien à voir avec, j'étais pas du tout historienne, mais je me suis toujours passionnée d'histoire, j'ai essayé de prendre la chose à revers et de voir si dans l'histoire je pouvais pas trouver une explication à ce phénomène, et puis bingo, vraiment j'ai découvert, enfin à partir d'intuition, moi je travaille beaucoup à l'intuition, et notamment, j'ai découvert en histoire qu'une intuition que j'avais sur une tentative d'assassinat contre Louis XV, qui avait la réputation, je ne savais pas si c'était vrai à l'époque ou pas, mais qui avait la réputation d'être friand de petite fille, je me suis demandé si l'attentat qui avait eu lieu contre lui ne tenait pas à ce fait-là. Donc, je suis allé faire des recherches, j'ai trouvé quasiment immédiatement ce que je cherchais, et là, une amie bien intentionnée m'a dit, si tu veux publier des choses, faire des recherches là-dessus, il faut que tu deviennes historienne. On s'improvise pas historien simplement parce qu'on aime bien l'histoire. Ce sont des techniques. L'histoire c'est pas une science, mais c'est une discipline. C'est une discipline avec ses règles, avec ses techniques, avec sa rigueur. Donc il faut que tu ailles à l'université et que tu reprennes tes études d'histoire. Alors c'est ce que j'ai fait. Et je me suis lancé et c'est là que toute ma vision des choses a complètement dégringolé. Et j'ai commencé à écrire de nouveau, Enfin, j'ai recommencé à écrire, j'ai repris la plume, j'ai écrit un livre, 2 livres, 3 livres, et toujours pas de relais dans la presse. C'est-à-dire que même si Marion Sigaud change de sujet, la presse ne veut pas de moi, la presse ne veut pas me relayer. Et puis un jour, ma vie a changé parce que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Soral et qui m'a dit moi je publie les gens que dans le système ne veut pas. Donc je suis allé le voir et il m'a relayé, et là ma vie a complètement changé. D'un seul coup, j'ai rencontré mon public. Alors les articles que je faisais étaient lus, les conférences que je faisais, on se bousculait pour y aller, les livres que j'écrivais, il y avait des files interminables pour me les faire signer à des salons du livre ou à des rencontres avec des lecteurs. Ma vie a complètement changé. Donc qu'est-ce que j'ai fait à Égalité et Réconciliation pendant près de 10 ans? La même chose que ce que je faisais avant, mais avec le public. Donc Soral m'a passé la parole et ça s'est très bien passé. Récemment, il me l'a reprise, donc je suis parti. C'est aussi simple que ça. Tu me donnes la parole, on est bien, tu me la retires, je m'en vais. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est terminé.
Je vois par exemple qu'une personne merveilleuse comme Ariane Guirand, si j'avais pas écrit les droits sexuels que Jean-Michel Vernochet m'a demandé d'écrire récemment, si j'avais pas écrit les droits sexuels et si des gens n'étaient pas allés la voir en lui disant Ariane, il y a une dame qui s'appelle Marion Sigaud qui a écrit un truc qui s'appelle les droits sexuels, c'est pour toi, eh bien elle y aurait probablement pas mis le nez, en tout cas pas avant des années. Donc en fait le travail que je fais, le travail que j'ai fait toutes ces dernières années, ben il suit son cours, il a son efficacité. Je ne cherche pas la gloire, je cherche l'efficacité. Je pense que l'efficacité, je l'ai trouvée. Donc j'ai atteint mon public, mes livres ont trouvé leur lecteur. Pendant toutes ces années, j'ai fait des rencontres, ces dernières années, j'ai fait des rencontres merveilleuses. J'ai rencontré notamment Judith Reisman, qui m'a ouvert les yeux sur la réalité de ce qu'a été la grande révolution sexuelle des années 50-60. Hein. C'est une imposture à l'échelle mondiale, organisée par les grandes agences des Nations Unies. Hein. C'est mondial. Il y a un complot mondial contre la morale publique et c'est l'ONU qui est à la tête de ça et c'est d'abord l'Institut Rockefeller mais ensuite beaucoup les grandes agences des Nations Unies qui ont relayé le pseudo-travail d'Alfred Kinsey qui était un pervers sexuel et qui a ouvert un boulevard pour toutes les perversions sexuelles et essentiellement les perversions sexuelles en direction des enfants, dont ce monsieur Kinsey a prétendu qu'ils avaient droit à leur sexualité sans qu'on les embête, quoi. Et en fait, la sexualité des enfants, c'est la sexualité des pédophiles. Les enfants n'ont pas à avoir de sexualité, les enfants sont pré-sexués. Les enfants, ils sont sexués parce qu'ils ont un sexe masculin ou féminin, contrairement à ce qu'on veut bien dire aujourd'hui, mais ils ne sont pas sexuels. Puisque l'enfance est précisément la période de la vie qui précède l'activité sexuelle. Et à l'heure actuelle, le monde est parti, et j'ai écrit ça dans mon livre Les droits sexuels, hein, que j'ai publié aux éditions Sigest avec le soutien de Jean-Michel Vernochet. Je raconte, texte à l'appui, tous les textes internationaux qui poussent à la promotion du sexe pour les enfants. Et le sexe pour les enfants, c'est la fin de l'enfance, c'est la fin de l'humanité, c'est le bout de l'horreur. Un des instruments utilisés par le système pour avoir des enfants, ce système pédocriminel, pour avoir des enfants. Et le système pédocriminel, il est au sommet il est au cœur de nos pays, de nos États. Alors je dis pas que tout le monde est pédophile, hein, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire que les pédophiles sont partout, c'est pas la même chose. Et ils sont très efficaces parce qu'ils sont dans les rouages décisionnaires, à la fois sur le plan national et sur le plan international. Ils sont dans les grandes instances internationales. Donc ce système absolument abominable, perdure depuis des années. Moi, alors, j'ai payé pour le savoir, puisque j'ai fait des études d'histoire et j'ai vu que ça fait très très longtemps que ça existe. Moi, j'ai mis à jour les réseaux pédocriminels du siècle de Louis XV. Et ça, je suis sûr de ce que j'avance. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Marche rouge, qui raconte tout ça en détail. Je vous assure que les mêmes choses qui se passent aujourd'hui se passaient avant. La différence entre maintenant et avant, c'est que maintenant ça se sait, alors qu'avant c'était le secret, le mieux gardé de l'histoire. Et si vous regardez l'atrocité de ce qu'a subi le malheureux Damien, qui a attaqué le roi à une période où on sait que le roi couchait avec des petites filles, dites-vous bien que ça pouvait vouloir signifier à bon entendeur salut. C'est-à-dire que voilà ce qui va vous arriver si vous mettez votre nez dans ces affaires. Et effectivement, il est irresponsable, si quelqu'un dit je vais me battre contre les réseaux pédocriminels, de lui dire vas-y avance. Ma seule chose responsable à dire, c'est attention à toi, attention à toi. Donc ce combat dans lequel je me suis lancé avec mes petits bras, et puis voilà, j'ai rencontré quantité de gens qui font le même. Maintenant, je suis plus du tout isolé. Quels sont les obstacles que j'ai rencontrés dans cette lutte? Ils sont multiformes. Il y a de nombreux obstacles. Le premier obstacle que j'ai rencontré, c'est mon émotivité. C'est-à-dire que je me bats contre des abominations dont je ne supporte ni le récit ni la vision. C'est-à-dire que je suis extrêmement sensible et je peux tourner de l'œil si je vois des images atroces. Donc je suis obligé de dénoncer des horreurs que je ne veux pas décrire. Pourquoi je ne veux pas les décrire? Je ne veux pas les décrire d'abord pour me protéger moi. Si j'entre dans ces détails, je vais me faire du mal et je vais être obligé pour résister à ce mal de me blinder, et si je me blinde, je perds la sensibilité qui est également mon outil pour avancer. Donc je me protège en ne voulant ni voir ni entendre des récits atroces.
Et d'autre part, je ne veux pas alimenter le sadisme des gens qui se repaissent d'atrocités, parce que c'est quelque chose également que j'ai compris dans ce combat, c'est qu'il existe des gens qui aiment ça, mais qui aiment ça, qui adorent ça. J'ai eu un temps chez moi des gens qui passaient leur journée à aller chercher des atrocités sur Internet, et quand je leur ai dit à quoi vous jouez, ils disaient c'est pour dénoncer. Ben voyons, c'est pas pour dénoncer, c'est parce qu'on aime ça, c'est parce qu'on s'en repaît, c'est parce qu'on jouit d'atrocités. Il y a des gens, et c'est en l'occurrence les gens qui nous gouvernent et qui nous dirigent à l'échelle mondiale, des gens qui aiment les atrocités. Donc si je les dénonce, je vais leur donner du grain à moudre, je vais leur donner des satisfactions, je ne veux pas. Donc à la fois je veux me protéger et je ne veux pas donner satisfaction aux sadiques. Eh bien imaginez-vous, quand vous écrivez sur des sujets comme ça, c'est un casse-tête permanent. Je pense avoir réussi à écrire sur Damien et à écrire sur la Marche Rouge sans faire plaisir aux pervers qui se repaissent de ça. La deuxième difficulté à laquelle je me suis heurté, eh bien, c'est l'incrédulité des gens autour de moi. Des gens se sont fâchés avec moi parce que je leur ai dit cette vérité. J'ai des amis qui sont partis en claquant la porte. J'ai des gens qui se sont vissés le doigt sur la tempe en disant « Marion est devenue folle ». C'est effrayant. Tout le temps que j'ai passé à essayer de convaincre. Mais vous savez, quand vous découvrez un truc comme ça et que vous n'avez personne à qui en parler, mais vous avez besoin d'en parler autour de vous. Quand on découvre une vérité aussi atroce, ça sert à rien de la garder pour soi. Donc j'essayais d'en parler autour de moi. Alors il y avait des gens qui m'écoutaient poliment puis qui disaient « Mais elle est malade » et d'autres qui me disaient « Mais il y en a qui se sont fâchés contre moi ». J'avais notamment une amie qui était chez moi. Un jour, elle m'a insulté. Elle m'a dit « Mais t'as fini tes conneries, qu'est-ce que tu racontes et tout ?» Je l'ai foutu dehors. Je veux dire, c'est effrayant, quoi. On peut pas dire la vérité. Et puis regardez aujourd'hui, tout le monde sait que tout le monde sait que c'est moi. C'est moi qui avais raison. C'est effrayant. D'un seul coup, cette réalité est devenue, je peux pas dire banale, mais à ce point médiatique que maintenant, quand on dit pédophile, tout le monde comprend de quoi on parle. Alors je dis pas que tout le monde comprend la vérité, parce que la vérité est dure à atteindre, mais aujourd'hui, on sait de quoi on parle. Alors que jusqu'à 1996, le mot pédophile n'existait pas dans les journaux. Pédophile, ça n'existait pas. Maintenant, ça peut faire les gros titres. Alors, toujours pour en dire, toujours des prédateurs isolés, c'est toujours, enfin bref. La presse, elle est fidèle à elle-même, elle ment, elle cache. Elle cache, elle ment, elle cache. Donc, mais au bout d'un moment, elle est quand même bien obligée au moins d'évoquer le problème. Et à l'heure actuelle, tout ce que j'ai raconté et qui m'a fait tellement d'ennemis et qui m'a je souffrais vraiment de pas être cru. Mais alors on me dit mais faut pas le présenter comme ça. Bon bah d'accord, alors faut le présenter comment? C'est le sujet que je traite, donc je savais pas comment faire et ça a été vraiment une difficulté, mais cette difficulté elle est résolue maintenant. Elle est résolue. Les gens qui veulent se lancer dans le combat maintenant ne vont pas être confrontés à ça puisque maintenant tout le monde en parle, que ça existe et depuis l'arrestation de Jeffrey Epstein il y a 1 an et de sa compagne Ghislaine Maxwell il y a quelques semaines là, c'est un véritable jeu de domino qui est en train de s'effondrer. Hein. Tout est en train d'apparaître. Tout est en train d'apparaître au grand jour. C'est complètement fou ce qui se passe. Vous vous rendez compte d'un sujet qui est resté tabou pendant des siècles, en l'espace de moins de 20 ans, le monde entier est ébranlé par ces révélations. Le prince, le fils de la reine d'Angleterre est impliqué dans ces affaires-là, et si avec lui, les révélations sont en train de tomber comme un jeu de domino, je vois pas comment dire d'autre. Il y a d'autres difficultés, qu'il faut savoir surmonter. C'est quand on prend la mesure de l'étendue de l'horreur, on est tenté par le désespoir. Et ça, c'est exactement ce que veulent ceux qui sont en face. C'est-à-dire que si vous vous dites, ils sont beaucoup trop forts, parce qu'ils sont effectivement très forts, on n'y arrivera pas. Eux, ils ont gagné. Donc, le désespoir est absolument interdit. Vous êtes interdit de désespoir. Il m'arrive d'avoir des gros coups de blues et de me dire, on n'y arrivera pas et ils vont gagner. Et non. Quand la crise me passe, quand la crise me prend, je me roule en boule et j'attends que la crise me passe et elle me passe très rapidement. Nous allons gagner, c'est une évidence. Tout ce système de pédocriminalité de réseau qui enlève des enfants à travers le monde entier par l'intermédiaire des grandes agences des Nations Unies avec la complicité active ou passive mais des États, tout ce système-là est en cours d'effondrement imminent. Donc, c'est nous qui allons gagner. Mais
ça n'est pas aux États qu'il faut faire confiance, c'est pas à nos dirigeants qu'il faut faire confiance. Au contraire, je pense que la chose la plus difficile à comprendre, c'est que les gens qui sont là pour nous protéger ne nous protègent pas et au contraire sont en train de nous enfoncer. Donc la difficulté, c'est de comprendre ça, mais de ne pas désespérer pour autant du combat. C'est l'inverse. Plus on comprend que ce sont les gens qui nous gouvernent qui sont maléfiques, plus il faut faire confiance à l'humain, à la part humaine qui est en nous, à la part bonne qu'on trouve dans les gens, et surtout, un conseil que je peux donner, n'essayez jamais de convaincre quelqu'un qui ne veut pas vous entendre. Ça ne sert à rien. Plus vous allez essayer de le convaincre, plus il va se fermer. Alors, la chose la plus efficace, c'est celle que j'ai faite, et je vous assure que ça marche, vous énoncez, et ensuite vous partez. Vous laissez les choses faire leur chemin, et elles le font. Il y a des gens qui sont revenus plus tard me dire tu m'as ouvert les yeux, je voulais pas le croire et puis maintenant je comprends. Vous savez, l'essentiel du combat, de mon combat, c'est comme ça que je le vois parce que je fais rien d'autre que ça. Hein, c'est chercher la vérité, une fois que je l'ai trouvée, la dire, c'est tout. Et je pense que c'est ça qui fait avancer. Et si la vérité atteint de plus en plus de gens, ce qui est le cas en ce moment, chacun, en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il sait faire, en fonction de ce qu'il peut faire, va pouvoir avancer et faire avancer la conscience collective. Tout le système a fonctionné sur le mensonge. Tout le système a fonctionné sur le mensonge. Parce que c'est la vérité qui nous libérera. Et on peut mentir toute la vie à une personne. On peut mentir une fois à tout le monde, mais mentir tout le temps à tout le monde, ça va pas marcher sur la durée. Et à l'heure actuelle, le système qui a menti pendant toutes ces années à tout le monde ne peut plus s'en sortir. Ils sont obligés d'empiler mensonge sur mensonge, et ça n'est plus possible. Or, la vérité, elle trouve toujours son chemin. Je vais vous donner une image. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais la redonner, c'est le moment. La vérité, c'est comme l'eau qui serait enfermée dans une citerne. Vous avez une grosse citerne qui est extrêmement solide, qui est bétonnée, qui est goudronnée. Elle est absolument étanche de partout, sauf un petit trou d'épingle. Tout petit, et dessous. Eh bien, si la citerne est gigantesque, énorme, et qu'elle est complètement étanche, mais qu'il y a un seul petit trou d'épingle, à un moment ou à un autre, elle sera vide. Parce que toute l'eau va passer par le trou d'épingle qui, de toute façon, petit à petit, va s'agrandir et l'eau s'échappera. Vous pensez bien que les failles de ce système de mensonges, elles sont beaucoup plus grandes maintenant qu'un trou d'épingle. Et la vérité est en train d'envahir le monde. La vérité est en train d'envahir le monde. Nous sommes en train de gagner. Alors, c'est pas le moment d'arrêter de se battre. Au contraire, il faut être de plus en plus nombreux à se battre pour dire la vérité. Des gens se mobilisent pour donner des explications, pour traduire des textes, pour relayer. C'est merveilleux, c'est une véritable, il y a une espèce de coalition du bien qui est en train de se constituer, qui est en train de se mettre en place et qui va nous permettre de nous libérer de cette hydre abominable qu'est la pédocriminalité de réseau qui enserre le monde entier. Et tout le mal qui se fait à l'heure actuelle par le monde passe par ces réseaux pédocriminels, parce que par le chantage à la révélation de crimes, les pédocriminels tiennent la plupart des puissants de la planète. Je vous ai expliqué que le roi Louis XV aimait bien les petites filles. Eh bien, le roi Louis XV a raté de multiples occasions de faire valoir son autorité là où elle aurait été indispensable s'il n'avait pas été tenu par le chantage à la révélation de ses mœurs. C'est exactement la même chose avec les puissants de ce monde. N'importe quel homme politique très très haut placé est nécessairement passé à un moment ou à un autre par des compromissions qui font qu'on le tient. Donc, tout ça va s'effondrer. C'est une grande chaîne qui est en train de se constituer et qui a besoin de bonne volonté pour chercher la vérité et la dire, chercher la vérité et la dire. C'est par la vérité qu'on gagnera. On est en train de gagner, on a bientôt gagné. La seule inconnue, c'est quand et surtout à quel prix. Moi, je sais pas si je sortirai vivante de ce truc-là. Je sais pas si je verrai la libération. Je m'en fiche. J'aimerais bien voir la libération, j'aimerais bien voir l'issue, mais le sens du combat, c'est pas pour voir le résultat, c'est pour y avoir contribué. C'est pour contribuer au résultat. Nous sommes responsables, collectivement, du bien commun, de la restitution du bien commun, du rétablissement du bien commun. Et pour cela, il faut protéger d'abord les enfants, ensuite les femmes, et en même temps les hommes, en même temps que les femmes, les hommes. Les hommes qui sont à l'heure actuelle horriblement maltraités, je veux dire, les hommes sont considérés comme des salauds, comme des violeurs, comme des cogneurs. Enfin, c'est épouvantable. Il faut absolument arrêter cette guerre des sexes. Il faut que les femmes redeviennent des femmes, que les hommes redeviennent des hommes et que les enfants redeviennent des enfants. Il faut réhabiliter la famille dans ce qu'elle a de plus beau, de plus protecteur, de plus merveilleusement humain et
et que ce système pédocriminel fait tout pour détruire. Donc, même si on n'est pas là pour le voir, je sais que la victoire sera à nous, et que quand les réseaux pédocriminels seront tombés, et je pense que c'est en cours, je pense que la France sera un des derniers pays à tomber, parce que c'est certainement un des plus compromis, c'est une horreur ce qui se passe en France. Quand on aura gagné ce combat-là, on aura tout gagné. Ça sera fini. On pourra recommencer à vivre bien. Je sais pas si ça sera pour moi. En tout cas, ça sera pour les générations futures. Haut les cœurs. Dans la lutte contre la pédocriminalité, je réponds au pseudo de Lambert. Mais avant tout, je suis père de 4 enfants et même grand-père d'une magnifique petite fille. Depuis de très longues années, je combats ces assassins d'enfance. Et depuis quelques mois, j'ai fondé l'Arbustive. Elle-même divisée en plusieurs équipes qui travaillent sur les réseaux sociaux. Notre premier boulot est de créer des enfants virtuels pour faire barrière entre les gosses innocents et les pédophiles. Ensuite, nous constituons des dossiers sur leur identité présumée, puis nous prenons contact avec les forces de l'ordre pour qu'ils puissent être présentés à un magistrat. Et c'est là que ça coince parfois. Certains représentants de la justice sont-ils corrompus? Sont-ils liés à des mouvements pédophiles ou auraient-ils eux-mêmes des perversions aussi ignobles? Aujourd'hui, il m'est impossible de le dire. Par contre, j'affirme que certains magistrats ont refusé de prendre en compte des signalements que je leur ai moi-même apportés sur des dangereux pervers. Il y a moins d'une semaine, c'est pourtant même avec l'appui d'un OPJ qui a téléphoné pour appuyer mon dossier et mettre encore plus la lumière sur un multirécidiviste violeur d'enfants que j'ai reçu une fin de non-recevoir. Autre cas en Belgique, il y a 5 mois. J'ai amené à un procureur du roi un dossier sur un homme qui non seulement voulait violer des enfants, mais qui sur une vidéo postée sur un réseau social déclare vouloir tuer des enfants de 10 ans et violer leurs cadavres. À ce jour, il n'a toujours pas été interpellé. Et ne me parlez pas d'enquête en cours, c'est faux, rien n'a été fait. Pourquoi? Qui les protège? Peut-on réellement parler de réseau étatique? Je ne saurais l'affirmer. Mais ce qui est sûr, et encore plus aujourd'hui en France, avec les nouvelles nominations au gouvernement, c'est qu'un message très négatif est donné aux victimes. Aujourd'hui, la société est accro au voyeurisme, à la télé-réalité, à la mode, quelle que soit sa forme. Il faut aller vite et être percutant pour retenir l'attention. Mais comment être plus percutant et rapide qu'un pédocriminel pour que la population prenne acte et cause pour ce fléau? Beaucoup de personnes détournent la tête par peur d'y être confrontées, par peur de voir la vérité. Il n'y a pourtant généralement pas de théorie du complot dans ce sujet. Tout y est déjà assez sordide. Réveillez-vous s'il vous plaît, je vous en conjure. C'est mon enfant. C'est votre enfant. Ce sont nos enfants que ces assassins d'enfance détruisent chaque jour. Je suis Ariane Biran, normalienne, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. J'ai passé des années à étudier les pathologies du pouvoir et à les analyser, que ce soit auprès des victimes en cabinet, harcèlement, manipulation, ou des organisations du travail dans les entreprises. J'ai écrit de nombreux livres sur le sujet. J'ai notamment fait une longue investigation ayant abouti à un livre en 2017, L'imposture des droits sexuels, au sujet des droits sexuels des enfants, un double paradoxe car le droit ne peut concerner la jouissance sexuelle sinon pour la limiter et non pas l'encourager, et car les enfants doivent être absolument protégés de tout éveil sexuel prématuré entravant leur bon développement psychologique. Je suis sensible à la protection des plus vulnérables depuis mon enfance passée dans une cité de Seine-Saint-Denis. Ma première prise de conscience forte fut dans ma pratique professionnelle en cabinet auprès des enfants, car je suis psychologue pour enfants au départ en me heurtant à des obstacles inouïs. Dans des signalements pour enfances transgressées, des calomnies institutionnelles, des freins de toutes sortes, puis parfois des menaces, je constatais des choses bizarres, comme des enfants remis entre les mains de leurs agresseurs après un signalement, contre tout bon sens, avec une exclusion du psychologue suivant l'enfant. Et c'était assez systématique. Ensuite, j'ai échangé avec des collègues et j'ai découvert l'autre face de la médaille. Puis j'ai fait mes propres recherches, entendu beaucoup de patients adultes également témoigner de l'ampleur des transgressions sexuelles infantiles. Pour moi, c'est le problème numéro 1 de notre société et le plus tabou, d'ailleurs.
En fait, je crois que presque tout le monde a été soit victime, soit témoin dans son enfance à des degrés divers. De l'exhibitionniste au professeur transgresseur, du voyeurisme dans une cabine de piscine au viol et à l'inceste. Enfin, je me suis dédiée à cette recherche approfondie sur les droits sexuels des enfants, ce qui m'a menée à découvrir les ramifications peu cachées des lobbies pro-pédophiles, le travail de la professeure américaine Judith Reisman sur Kinsey, et à comprendre qu'il existe véritablement un plan mondial pervers mené depuis des décennies pour sexualiser précocement les enfants et ligoter les mains de leurs protecteurs. J'ai rencontré beaucoup d'obstacles, des représailles, des calomnies, des atteintes diffamatoires, de la censure, des tentatives de hacking, des soucis d'ordre administratif et juridique, et aussi l'ostracisme, pour dire les choses telles qu'elles sont. Chez les gens, entre guillemets, normaux, il s'agit déjà de faire taire car le déni est immense. Sinon, cela supposerait de mettre le projecteur sur ses propres expériences infantiles, encore une fois de témoins ou de victimes à des degrés divers de l'intrusion dans l'intimité. Surtout, dès que l'on évoque l'existence de lobbies pro-pédophiles derrière les droits sexuels, c'est la levée de bouclier. Or, ces lobbies sont clairement identifiables. Leurs racines remontent à Kinsey et à Sieckus, son organe de pédagogie sexuelle, promu aujourd'hui par l'OMS. Beaucoup sont dans le déni, mais la plupart ont aussi peur des représailles. Certains professionnels sont infiltrés et complices. Les lobbies fonctionnent par infiltration et toile d'araignée dans toutes les sphères de la société. On peut aussi tenter de vous affilier à des gens ou des mouvements peu recommandables pour vous faire perdre toute crédibilité ou vous délégitimer sur simple fausse réputation. Je pense que pour moi, le point d'achoppement de la prise de conscience fut mon propre parcours initiatique personnel de la rencontre avec des patients aux prises avec des réseaux pédophiles, qu'il s'agisse de parents ou d'enfants, mais aussi avec des collègues, notamment sur l'affaire Outreau qui fut un révélateur pour moi. Je renvoie au travail de Jacques Thomay et à celui de Marie-Christine Grison, notamment. Par ailleurs, j'ai entendu des pseudo-experts tenant des propos pro-pédophiles, pro-sexualisation de l'enfant, sans aucune validité scientifique. J'ai lu des rapports d'experts, mettant en cause le parent protecteur, par exemple le diagnostiquant, sans jamais l'avoir rencontré dans un rapport destiné à la justice. J'ai entendu des professionnels niant la réalité des traumatismes subis, et même les recherches sur le traumatisme lui-même, et j'ai identifié certaines idéologies non scientifiques qui pénètrent dans les formations et institutions telles que les enfants menteurs ou les faux souvenirs utilisés pour faire taire les victimes. En clair, j'ai découvert à la fois l'infiltration et l'omerta régnant sur le sujet, ainsi que le bannissement réservé à celui qui ose en parler. La corruption est pour moi inhérente à la politique actuelle. Je veux dire par là que, et Platon nous le disait déjà il y a fort longtemps, pour accéder au pouvoir, il faut aimer le pouvoir. Et ce point-là doit à la base nous rendre suspicieux envers tous ceux qui exercent le pouvoir. Mais je sais de source sûre qu'aujourd'hui, il existe un système de cooptation au pouvoir et que si vous ne vous y soumettez pas, il est difficile d'y parvenir. La corruption peut être un moyen de pression exercée sur les politiques eux-mêmes et rien de tel pour cela que de leur faire développer des penchants pervers. Disons que c'est une jonction, sans doute, de penchants pervers existant souvent chez les passionnés du pouvoir et d'un système visant à favoriser ces penchants pour les soumettre. Je ne crois pas aujourd'hui à des politiques qui seraient réellement libres. À minima, je pense que pour parvenir au pouvoir, il faut se taire sur un certain nombre de choses et accepter de se compromettre. Je pense aussi que certains doivent savoir que s'ils parlent, ils sont morts. Après, c'est le principe de la toile d'araignée qui se tisse, invisible dans la société et que pratiquent les sectes qui pénètrent l'espace social pour y insuffler des idées malsaines et des théories perverses banalisant la sexualité entre enfants et adultes. En justice, on peut discerner la corruption aux avocats qui refusent de défendre tel dossier par peur, mais également aux résultats des jugements ou encore à la perte des dossiers. Les condamnations envers les pédophiles sont généralement très faibles et les victimes sont très culpabilisées. On a eu des exemples récents d'une jurisprudence très complaisante envers les transgresseurs. Dans les cas de dénonciation de viol ou d'attouchement de la part du parent protecteur, la plupart du temps, tout se retourne brutalement et l'enfant est confié aux parents transgresseurs sans aucune instruction sérieuse. C'est la grande majorité des dossiers que je vois circuler qui sont comme cela. Il faut vous informer sérieusement.
Protéger les enfants, c'est protéger l'avenir de notre humanité. Oui, il existe de grands psychopathes et pervers, et oui, ils violent des enfants, les torturent, les tuent, font du trafic humain et du trafic d'organes sur ces enfants, entre autres joyeusetés, et ces détraqués œuvrent de concert. Et souvent, ce sont des personnes à des postes de pouvoir qui utilisent le pouvoir pour abuser et cacher leurs horribles forfaits, et que le pouvoir a corrompu dans le même temps. Nous avons besoin de votre prise de conscience. On s'aperçoit très rapidement que les réseaux de trafic d'armes, de drogue, d'organes, d'argent, des mafias bancaires, sont tous reliés entre eux par un dénominateur commun, qui est l'élite gouvernementale et judiciaire. Nous pourrions presque expliquer que tous ces réseaux ne sont en fait qu'un seul et unique, géré de près ou de loin par les gouvernements et les services secrets de tous les pays de cette planète. Les preuves sont là, les papiers officiels aussi, et pourtant, le système parvient à persuader la masse endormie que ce n'est qu'une illusion. Et derrière les pseudo-affrontements médiatiques et géopolitiques mettant en scène des divergences entre divers pays, divers castes, divers partis politiques, derrière le rideau, tous se retrouvent pour continuer à faire perdurer l'omerta de ces trafics nauséabonds dont la population semble, dans sa majorité, avoir accepté comme une réalité non modifiable. Pourtant c'est faux. Nous sommes nombreux à s'affirmer prêts à nous sacrifier pour un changement nécessaire. Mais nous avons besoin de vous et de votre réveil. Il n'est plus question de complotisme. Ce sont des faits. Il vous suffit juste de chercher, plutôt que de croire bêtement à votre télé. Retirez ces œillères et rejoignez-nous. Rejoignez-nous tous. Un réveil international s'opère depuis quelque temps. À vous de rejoindre le combat pour pouvoir un jour dire à vos petits-enfants, vers les années 2020, une grande révolte éclata et j'en faisais partie, plutôt que de dire « Désolé, je suis navré, mais à l'époque, je n'y croyais pas. On disait que c'était du complotisme, alors je n'ai rien fait. » La guerre est proche, très proche. Soyez du bon côté. Viol d'enfants ? À quand la fin du silence ? Stoppons les réseaux pédophiles. 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 Stoppons les réseaux pédophiles.